Merci d'accueillir David. Merci beaucoup. Merci. Qu'évidemment tous les Français connaissent. Bon, je te remercie bien évidemment d'être ici. C'est vraiment un grand plaisir pour moi à plusieurs titres. Une position complètement antinaturelle, hein, quand même, de te poser des questions. Alors là, franchement, c'est la vie parfois, ça se passe comme ça. Non, vraiment, un grand merci pour ta présence. C'était très important, si tu veux, dans cette programmation, d'avoir quelque chose sur le journalisme et sur l'avenir du journalisme, parce que nos amis, nos concitoyens se posent énormément de questions. De toute façon, je pense que tu le vois, enfin, même en dehors de l'antenne. Voilà, je pense qu'on doit te ramener très souvent à ta profession. Et je te laisserai dire un mot d'introduction si tu le souhaites, mais je vais te lancer sur quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Mais ce matin, Frédéric Dabi, je demande à Frédéric Dabi de faire tous les ans un sondage sur la confiance des Français dans l'avenir. Et il a, notamment dans le cadre de ce sondage, posé une question sur dans quelles institutions avez-vous le plus confiance. Et peut-être est-ce que tu me vois venir. Les médias sont bas, puisque je crois qu'on devait être à 25%. Et donc, je voudrais 23%. Bon. Et donc, je voudrais peut-être qu'on traite ce sujet, voilà, que tu me dises comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Parce que moi, mon idée, c'est que le fait d'avoir des émissions comme la tienne, que je connais bien. Alors David est journaliste, il est producteur aussi, hein, ce qui est une particularité. Avoir une émission comme la tienne, des chaînes comme LCI, une presse écrite, moi je considère que c'est un pilier de la démocratie. C'est-à-dire que si ça s'effondre, c'est vraiment notre démocratie qui s'effondre. Donc c'est un sujet qui n'est pas pour moi un sujet de culture générale. Je pense que c'est très important et je voudrais que tu nous dises comment est-ce qu'on peut améliorer ça, qu'on commence notre discussion par ça. Et puis tu me l'avais demandé, on a 1 heure, on va vraiment diviser en deux parce que tu aimes beaucoup les échanges avec le public, donc on va garder la plus grande partie de cette soirée pour des échanges avec le public. Voilà, c'est toujours... Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est toujours sympa quand vous avez la possibilité de poser des questions et c'est souvent comme ça que les échanges sont les plus intéressants. Non, je dis juste un mot d'introduction, ça me fait plaisir d'être là pour toi, Nicolas. Parce que cette région est aussi ma région, Saint-Égulphe en particulier, et parce que c'est là que j'ai démarré dans le métier. J'étais à 1 kilomètre d'ici, à Nice matin, au-dessus de l'Excelsior ou du Poussin Bleu. Si vous êtes de Saint-Raphaël, vous devez connaître. L'agence de Nice Matin était encore là. J'avais 20 ans, une mobilette, un appareil photo, et c'est comme ça que j'ai découvert le journalisme et que j'ai aimé le journalisme. Et le journalisme, pardonnez-moi, local, c'est d'abord la rencontre avec des gens. C'est d'abord les faits et c'était passionnant. Il y a peu de commentaires, peu d'analyses. On ne part pas dans les tours. On est sur le terrain, on regarde les faits, on écoute et on rend compte. Donc c'était passionnant et c'est cette expérience à 20 ans qui m'a vraiment convaincu que ce métier, je l'aimais et que j'avais envie de le faire. Maintenant, allons-y directement sur ta question. Sur la défiance. D'abord, je suis d'accord avec toi que quand on parle de journalisme, on ne parle pas d'une profession, on ne parle pas de notre nombril, on parle effectivement d'un des piliers de la démocratie, une information libre et pluraliste. Alors, la défiance contre le journalisme, je dirais qu'il y a de mauvaises raisons et qu'il y a sans doute de bonnes raisons. Les mauvaises raisons, c'est que tout simplement, les médias sont assimilés aux institutions. Et qu'il y a une défiance générale, Frédéric Dabi a dû vous le dire ce matin, une défiance générale vis-à-vis des institutions. Les institutions politiques, évidemment, mais même les institutions juridiques souvent. Les seules qui échappent un peu à cette défiance, c'est souvent les institutions militaires et policières. L'armée, on a toujours confiance dans l'armée, on a toujours confiance dans notre police, mais c'est vrai que le journalisme est assimilé à... voilà, ces cercles parisiens des élites institutionnelles, et c'est en ça que, plus qu'en raison de ce qu'il produit, c'est en raison de l'image qu'on se fait du journalisme, et je suis sûr que les gens, quand ils se défient du journalisme, ne se défient pas de leur presse locale, ne se défient pas d'ailleurs de leur radio locale, mais se défient de ce qu'on appelle les grands médias, les quotidiens nationaux, les télévisions nationales, les radios nationales. Et en ça, voilà, je pense qu'il y a une partie de cette défiance vis-à-vis des élites, on ne va pas faire des développements là-dessus, mais qui est un mauvais signal pour notre démocratie et qui est nourri par une forme de ressentiment
qui n'a pas toujours quelque chose de rationnel. Donc ça, je dirais que c'est les mauvaises raisons. Maintenant, il y a des bonnes raisons pour lesquelles on peut ressentir un peu de défiance vis-à-vis du journalisme. Et je dirais, ce n'est pas les raisons traditionnelles, peut-être que j'anticipe sur les échanges qu'on va avoir, mais souvent on dit « Ah, bah, les journalistes, ils sont trop proches des politiques ». Honnêtement, ça n'est plus la réalité. Ça l'était peut-être il y a 30 ans, 40 ans, mais aujourd'hui, non seulement ça n'est plus la réalité, mais même s'ils le sont et s'ils le sont trop, ils seront immédiatement sanctionnés parce qu'il y a une diversité du paysage d'information qu'il n'y avait absolument pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, vous avez sur Internet un nombre de médias incroyables qui seraient les premiers à pointer du doigt telle connivence, telle... Pour moi, c'est un sujet qui est exagéré. En clair, les politiques n'ont jamais eu aussi peu de pouvoir. Le pouvoir politique n'a jamais été en aussi mauvaise position parce qu'il est grignoté de partout. Il est grignoté par la mondialisation. Il est grignoté surtout par les instances juridiques. Il est grignoté par une forme de dictature de l'opinion. Enfin, je veux dire, on le constate aujourd'hui, l'impuissance publique, c'est un thème qu'on ressent tous. Le pouvoir qu'avait un De Gaulle, aujourd'hui, il a été divisé par 5, par 10, par rapport au pouvoir que pourrait avoir un Emmanuel Macron, mais même que pourrait avoir le pouvoir d'un député. Donc, il y a un paradoxe à voir que le pouvoir politique n'a jamais eu aussi peu de pouvoir et à se dire ah ben, les médias sont à la botte du politique. Moi, je dirais que c'est une pensée un peu rapide, un peu facile, voire un peu paresseuse. Pardon pour ceux qui pensent ça, mais parlons-nous directement, parlons-nous cash. C'est un raccourci qui n'a plus lieu d'être. Il y a trop de médias et le pouvoir politique est trop faible pour qu'on imagine encore que... Moi, j'ai connu un service public encore au tout début, quand j'étais à France 2, je suis arrivé en 2001, qui avait encore une forme de timidité dans ce qu'on pouvait dire, les éditos qu'on pouvait faire aux 20h sur les politiques. Et je dirais qu'à partir de Nicolas Sarkozy, comme lui, il a, dans sa manière d'être, dans sa manière de présider, il a dépoussiéré tout ce qu'on connaissait, il a enlevé à la fonction présidentielle cette espèce de magistère un peu supérieur qu'elle avait, parce qu'il avait des façons de faire très, très prosaïques. Je dirais que de ce moment-là, les médias se sont sentis totalement libres. Et s'il y a des médias qui sont un petit peu, que des tendances un peu timides, serviles, d'accointance, vous avez tellement d'autres médias qui, immédiatement, ces médias-là seraient ringardisés. Donc cette problématique-là, à mon avis, elle est un peu de côté. Pardon ? Alors les financiers. Oui, les financiers, c'est un bon sujet. On posera les questions après, hein, quand même. Hein, parce que, oui. Tu peux répondre, mais j'aime bien que les choses soient en ordre. Non, mais moi, mon idée, c'est que s'il y a un maître des médias, si les médias doivent rendre des comptes, ce n'est ni au pouvoir politique, ni au pouvoir économique. Encore une fois, ils sont trop nombreux. On parlera peut-être tout à l'heure des 9 milliardaires dont il est souvent question, mais ils ont souvent beaucoup plus d'atouts que de handicaps pour promouvoir la presse. Enfin, on en parlera plus en détail tout à l'heure, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas le pouvoir économique non plus qui domine les médias. Le seul pouvoir qui domine les médias, c'est le pouvoir de l'opinion. C'est le pouvoir de l'opinion. Aujourd'hui, on vit dans des démocraties d'opinion. Et le média, son vrai maître, c'est son auditoire, ses téléspectateurs ou son lectorat. S'ils ne sont plus là, il n'y a plus de médias. Donc moi, je l'ai vraiment ressenti et j'en suis persuadé. Donc voilà pour les mauvaises raisons. Maintenant, les bonnes raisons, et c'est là qu'il faut faire notre autocritique à mon avis, ça a trait à la superficialité, ça a trait au suivisme, au conformisme, au panurgisme, et ça a trait aussi à un certain diktat de l'émotion et des bons sentiments par rapport à la raison. Les médias, souvent, peuvent donner l'impression qu'ils vont systématiquement privilégier la peur, l'émotion de la peur, c'est l'émotion la plus immédiatement, celle qui va vous frapper le plus immédiatement. Et si, quand vous avez une épidémie de Covid, quand vous avez une guerre Russie-Ukraine,
Le média qui va dire « attention, on va tous mourir, le Covid va tous nous tuer, attention, il va y avoir la bombe atomique, on va tous mourir aussi », ce média-là, il va sans doute avoir une petite prime à l'audience, parce que ça marche beaucoup à l'émotion. Et celui qui ne sait pas résister à ça, il décrédibilise le travail journalistique. Donc pour moi, une des grandes critiques qu'on peut faire aux médias, c'est de céder un peu à la dictature de l'émotion. La peur est aussi, d'une certaine manière, ce que j'appellerais, dans le traitement de l'actualité politique, économique, sociétale, le syndrome de l'apitoiement. Et là, c'est une autre forme d'émotion, c'est on va vous arracher des larmes, on va faire pleurer dans les chaumières. Et quand on va parler d'une réforme de la Sécu, on va systématiquement chercher la victime. Celui qui, dans cette réforme, sera l'un des 1, 2, 3% qui vont perdre 10 ou 15 euros par mois et qui vraiment vivent difficilement. C'est le traitement de la pauvreté comme si la pauvreté n'avait jamais été aussi importante dans notre pays, comme si la santé n'avait jamais été aussi mal assurée. Or, tout cela est entièrement faux. Je sais que Nicolas, c'est un de tes sujets favoris, mais je pense que tu as entièrement raison là-dessus. On n'a jamais vécu aussi bien, aussi âgé, en aussi bonne santé, dans d'aussi bonnes conditions, et on a l'impression qu'on vit l'enfer sur Terre quand on écoute les médias, le bruit médiatique dominant. Donc ça, à mon avis, ça sape la crédibilité des médias, et en cela, je pense qu'il y a des raisons d'avoir effectivement un peu de défiance. Alors, est-ce qu'on peut entrer dans les coulisses? Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tu évites ce suivisme, comment tu évites ce conformisme, avec quand même une pression qui est celle de l'audience, qui est mesurée tous les soirs. Alors quand même, je tiens à dire que l'émission que tu produis et que tu présentes a de très grands succès d'audience, sur une chaîne qui par le passé a connu des difficultés d'audience, et là les choses vont beaucoup mieux. Donc tu arrives quand même à trouver voilà, des compromis, mais quelle est la recette? Parce que la question financière, elle importe quand même. Alors il n'y a pas de publicité pendant ton émission, enfin il y en a sur la chaîne. Il y a quand même cet équilibre économique, il y a cette rationalité qu'il faut apporter et que tu apportes notamment avec des arguments chiffrés. Moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en même temps, j'imagine que tu dois aussi, et je connais bien ton émission, donc tu dois aussi équilibrer les sensibilités et même composer des plateaux. Alors je parle peut-être pas en ce moment où ce sont des plateaux très techniques sur la guerre et sur l'Ukraine, mais dans des temps plus normaux qu'on a connus, tu dois équilibrer tes plateaux avec des gens qui représentent toutes les sensibilités, y compris d'ailleurs parfois, on en a déjà parlé, mais des sensibilités qui, moi, sur la vaccination par exemple, qui me semblent choquantes. Donc comment est-ce qu'on fait concrètement, voilà, pour gérer tout ça en même temps et y arriver, puisque toi tu y parviens. Peut-être pour l'expliquer, il faut le faire avec des exemples. Premier exemple, en 2008, il y a la crise financière mondiale, une crise majeure. Et pour la télé, moi j'étais aux manettes du 20h à l'époque, l'économie, la finance, et en l'occurrence les agences de notation, les différentiels de taux d'intérêt, il n'y a rien de moins télévisuel que ça. Il n'y a pas d'image. Donc traditionnellement, on disait laisse tomber Coco, là, c'est impossible de le traiter, oublie. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? On s'est dit, on va inventer une nouvelle grammaire, une nouvelle écriture qui va nous permettre de parler de ça et d'essayer de le rendre pédagogique, et c'est un maître mot, la pédagogique, et un peu attrayant. Donc on a importé, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je dis bravo en l'occurrence à mon rédacteur en chef de l'époque, qui regardait les médias anglais et qui a vu qu'il y avait un moyen peut-être de le faire. C'était ce qui est devenu monnaie courante aujourd'hui, que vous voyez tous les jours si vous regardez un peu la télévision, les chaînes info ou même les grands JT. Le grand écran et un spécialiste devant qui vient vous expliquer. Et qui, avec des infographies, des schémas, des cartes, va vous expliquer ce qui n'existe pas en images. On a fait ça. On a fait venir un certain François Langlais, notamment, et on a réussi à rendre ça accessible. Voilà typiquement comment, sur un domaine aride, difficile, mais indispensable, si on veut comprendre la crise qui nous tombe sur la figure et éviter de ne faire que il faut le faire aussi, hein, des usines qui ferment, des gens malheureux, bref, essayer de faire autre chose que de tirer des larmes. Voilà comment on peut y arriver. Donc ça, c'est un exemple de... On réfléchit, on essaie d'être un peu créatif et on arrive à trouver
des nouvelles écritures. Ensuite, c'est parier à long terme. Alors là, ça a l'air c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est quand même la vérité. Parier à long terme sur la raison et un peu le pari de l'intelligence. C'est-à-dire se dire, on ne va pas faire de l'audience immédiatement si on fait ce genre de choses, mais à long terme, les gens vont nous être reconnaissants de leur donner des outils pour comprendre davantage. Et typiquement, le Covid, c'était ça. C'était, si l'émission a vraiment été très forte au moment du Covid, c'est d'une part parce qu'on a refusé la religion de la peur, et notamment au moment du fameux variant Omicron, c'est-à-dire quand l'épidémie a pris des proportions très très fortes, mais que le virus très contagieux l'était sous une forme peu létale. Il fallait expliquer ça, il fallait voir les pays qui avaient connu ça avant nous, l'Afrique du Sud notamment, et voir ce qui s'était produit, et éviter d'entretenir la peur. Donc on a évité d'entretenir la peur, et on a fait le pari de la raison. Voilà, on va vous expliquer, et on va trouver des gens qui vous expliquent vraiment. Et là encore, avec une rubrique, alors là, il faut regarder l'émission qui s'appelle Les Indispensables. C'est remarquable. C'est-à-dire, c'est les faits, rien que les faits. Et ensuite, chacun parle, chacun s'exprime, et sur le plateau, il y avait toutes les sensibilités, ceux qui disaient ce vaccin, c'est de la merde, on nous roule dans la farine. Bon, ils étaient minoritaires, parce que quand même, nous, on privilégie le discours de la raison. Mais en tout cas, les faits, rien que les faits, là encore, se donner les moyens de donner tous les faits et parier à long terme sur l'idée que l'audience n'est pas immédiate, mais est une construction. Et que petit à petit, par le bouche à oreille, les gens qui verront l'émission se diront bah, on a compris des choses qu'on n'avait pas forcément comprises avant. On se sent un peu plus à même de porter un jugement sur ce qui s'est passé. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive peut-être à se décoller du diktat de l'émotion. L'émotion, il en faut, hein. L'information, c'est la vie. Dans la vie, il y a de l'émotion. Donc l'émotion, elle doit exister. Le problème, c'est que l'émotion ne doit pas cannibaliser tout le reste. Donc il y a aussi de la pédagogie, qui est aussi de la raison, pour faire comprendre voilà, le conflit en Ukraine, qui, quoi, comment, quand. Voilà, il faut aussi donner la pédagogie pour que chacun, et là on touche à l'idée que l'information est un pilier de la démocratie, pour que chacun puisse se faire une idée. Et quand je dis ça, c'est pas prétentieux, parce que parfois on se plante, et on fait des erreurs aussi. Tout le monde fait des erreurs. On peut faire des erreurs. Le tout, c'est quand on fait des erreurs, on le reconnaît, on s'excuse et on corrige. Alors, ton émission enregistre de grands succès d'audience, mais on voit quand même au niveau global que de moins en moins de gens regardent la télévision. On voit aussi que de moins en moins de gens écoutent la radio ou lisent la presse écrite. Et notamment chez les plus jeunes, puisque ce que j'entends beaucoup quand je discute avec les directions de chaîne ou les directions des programmes, c'est qu'il y a un enjeu sur le rajeunissement des gens, des téléspectateurs, mais c'est pareil à la radio ou dans la presse écrite. Et beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. Alors je vois Gérald Bronner qui est là et qui a remis au président de la République un rapport tout à fait remarquable sur les fake news et ce que ça représente comme danger pour la démocratie. Il y aura un rapport qui a été, j'aime beaucoup le président de la République, mais qui a été peut-être un peu sous-utilisé. C'est toi qui l'as dit, hein, j'ai entendu le dire, mais qui est un sujet, à mon avis, là aussi quasiment existentiel, je dirais, pour notre démocratie. Comment on ramène ces jeunes, notamment, vers les médias qui sont les médias, enfin, pardon d'employer un terme peut-être maladroit, mais je dirais normaux, enfin, qui doivent former justement ces piliers de la démocratie. C'est un vrai sujet, parce que si vous avez des enfants, des petits-enfants, enfin des jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, 25 ans, ils n'ont pas grandi comme nous, on a grandi effectivement avec la télé, la radio, le journal sur la table du salon. Et ils ont grandi avec, comme disait Michel Serres, je crois, petite poussette, et ils ont grandi avec les écrans. Et donc pour eux, s'asseoir une demi-heure pour regarder un JT, mais never. Se poser le matin pour écouter la radio ou lire un journal, c'est vrai que ça fait absolument pas partie de leur culture. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet, comment dire, oui, un peu de démocratie, parce que si chacun est dans son petit couloir à écouter ses petits médias, son petit TikTok, son petit Facebook, etc., bon, bah, ça fait une société fragmentée. Et puis c'est aussi un sujet parce que ces nouveaux médias peuvent être le meilleur, souvent inventifs, drôles, et puis peuvent être le pire. Bien sûr.
ils peuvent être le pire, ils peuvent raconter n'importe quoi. Donc, comment on fait revenir ces jeunes? Bon, une partie d'entre eux, ils reviennent. Moi, quand j'ai démarré le 20h en 2001, la moyenne d'âge des téléspectateurs du 20h, c'est combien d'après vous? Oui, bah vous avez raison. C'était 59 ans. En 2017, quand j'ai quitté le 20h, c'était 59 ans aussi. Autrement dit, les gens, enfin, entre-temps, un certain nombre de ceux qui étaient âgés et qui ne sont plus là, donc ça veut dire qu'un certain nombre de personnes qui étaient jeunes sont venues petit à petit voir le 20h. Donc il y a quand même un mouvement vers les médias traditionnels, je pense qu'on peut dire que c'est pareil pour la presse écrite ou la radio, qui s'opère. Après, ils ne viennent pas tous, et honnêtement, c'est une grande inconnue pour tous les médias traditionnels. Et c'est une grande inconnue même pour leur survie économique. Donc comment on les fait revenir? On revient aux mêmes recettes qu'on évoquait tout à l'heure, être inventif, trouver des formes. Alors vous avez vu qu'il y a tout un tas de rubriques qui se développent, le vrai du faux, nous on en fait d'ailleurs aussi. Toutes les bêtises qu'on peut vous raconter ici et là en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine ou en ce qui concerne la réforme des retraites, quel que soit le sujet qu'on traite. Donc ça, c'est des moyens de trouver des formes un peu attrayantes. 5 questions sur est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va vers un déclin irrémédiable des médias traditionnels? Non, mais c'est pas sûr. Moi, c'est ça ce que j'ai envie de retenir. On peut pas l'exclure. On peut pas l'exclure, mais c'est pas TF1, certain. moi, je travaille avec le groupe TF1 aujourd'hui, avec LCI. Une chaîne comme TF1 ne sait pas si elle sera encore là dans 7 ou 8 ans. Parce qu'à tout ce qu'on évoque s'ajoutent les plateformes. Et les plateformes, aujourd'hui, elles entrent sur le marché publicitaire. Elles vont proposer de la pub. Et les plateformes commencent à proposer des retransmissions sportives. Elles commencent à acheter des droits sportifs. Donc le paysage médiatique, donc le paysage de l'information, il est dans une telle mutation que personne ne peut dire ce qu'il sera dans 7 ou 8 ans. C'est un vrai sujet. Oui, mais tu vois, en même temps, je vois bien en tant qu'intervenant dans les médias, la télé garde quand même, ou la radio d'ailleurs, garde une puissance absolument extraordinaire. Parce que quand tu me fais l'honneur de m'inviter, c'est quand même la possibilité pour moi de m'exprimer devant 450 000 personnes, quelque chose comme ça. Ben voilà, je retrouve ça dans aucun autre média. Donc ça garde quand même cette puissance incroyable. Et le journal de TF1, bon, pour prendre celui qui est leader, tu peux nous donner le chiffre, il est regardé par 5-6 millions de personnes aujourd'hui. Alors même si ça a peut-être baissé, ça a sans doute baissé depuis 20 ans, peut-être perdu 2-3 millions. Enfin, mais ça reste... ça reste massif. Massif. Mais les 2 JT, TF1, France 2, cumulés, il y a 15 ans, c'était 15 millions. Aujourd'hui, c'est 10 millions. En même temps, M6 s'est mis à faire son 19:45 et son 12:45. Et quoi qu'on en pense, c'est de l'information, c'est bien fait aussi. Donc, tu as des signaux contradictoires. Les chaînes info, les 4 principales chaînes info, BFM, CNews, France Info et bien sûr LCI, il y a 4 ans, c'était 3 à 4% de part de marché. C'est-à-dire que 3 à 4% des gens qui regardaient la télévision, en moyenne, regardaient ces chaînes-là. Aujourd'hui, c'est 9 à 10% de part de marché. Les chaînes info, leur audience explose. LCI en particulier depuis 1 an, mais toutes les chaînes info. Donc il y a des signaux contradictoires. Il y a aussi un basculement de médias traditionnels vers d'autres médias traditionnels. Donc tout n'est pas sombre, mais il y a une vraie incertitude. Oui, bien sûr. Tu voulais évoquer la question économique, donc la question de l'indépendance entre les rédactions et les actionnaires. Donc ce qui est souvent dit, notamment par la presse de gauche ou d'extrême gauche, c'est qu'au fond, la parole des gens qui s'expriment sur les chaînes info, ou qui écrivent dans l'Express, ou qui vont sur LCI ou sur Europe 1, en fait, n'est pas du tout libre parce que c'est celle de
de leurs actionnaires. Alors moi, Oui. je connais l'affaire, mais je pense que c'est intéressant de Non, mais... t'entendre. Et puis, si tu me permets, j'en dirai un tout petit mot après. Oui. Non, mais commence si tu veux. Ça m'intéresserait. Plus, ça m'intéresse. Moi, de c'est savoir très toi, simple. Ça fait 20 ans que j'interviens dans les médias, mais pas une seule fois, je n'ai reçu une quelconque pression pour m'exprimer. Ni bien évidemment, mais nulle part, ni sur LCI, ni sur l'Express, ni sur Europe 1, pour prendre les 3 médias auxquels je collabore, mais ça n'est jamais arrivé. Ça me semblerait absolument absurde. Donc je trouve que la liberté des gens qui s'expriment est une liberté qui est totale. Et je pense que la France est un pays incroyablement sain du point de vue de la parole dans les médias. Je trouve qu'elle est incroyablement large. Et alors parce que je sais ce qu'on me répond parfois, on me dit mais c'est grosso modo, je schématise un peu, mais c'est normal parce que de toute façon vous pensez comme les actionnaires en question et puis vous pensez comme le gouvernement et comme le président de la République, donc c'est normal qu'on vous laisse parler. Mais c'est absurde puisque notamment sur ton plateau, je ferraille avec des gens qui sont en total désaccord avec moi. Donc je pense que c'est un fantasme et ça tu pourras répondre parce que c'est une hypothèse que j'émets. Je pense que la profession de journaliste est très corporatiste, qu'elle est extrêmement jalouse de son indépendance et que de toute façon, s'il y avait ce type de pression, ça ferait très rapidement des psychodrames qui s'ébruiteraient à l'extérieur. Voilà ce que j'en pense. Mais moi, je suis à l'extérieur. Non, moi je pense, mais peut-être on va donner la parole à monsieur qui tout à l'heure, pour savoir si vous aviez une remarque précise à faire là-dessus. Mais si vous voulez, dans un monde idéal, chaque média aurait une assise financière suffisante pour être totalement indépendant. Ce monde idéal n'existe pas, ou en tout cas, il n'existe plus. Donc c'est vrai que vous avez aujourd'hui 9 grandes fortunes, 9 grands noms du business. On ne va pas les citer tous, mais enfin, il y a Bouygues évidemment, Bernard Arnault avec LVMH, Bolloré, Lagardère. Voilà, Kretinsky, tu l'as dit, Bolloré, Lagardère, Niel, Pigasse, etc. Bon, donc dans un monde idéal, oui, ça serait bien qu'on puisse fonctionner sans ces groupes. Mais si la question c'est est-ce que ces groupes, l'existence de ces groupes à la tête de médias menace la liberté des journalistes en France, je serais plus nuancé que toi sur un point, mais globalement, ma réponse serait non. D'abord, ils sont 9. S'il y en avait un, évidemment, là, on pourrait... ce serait catastrophique. S'il y en avait 3, ce serait franchement moyen. Mais il y en a 9. Donc, imaginons qu'il soit impossible de dire du mal de Bouygues sur TF1. Imaginons qu'il soit impossible de dire du mal de Bolloré sur C8 ou dans Paris Match, ou qu'il soit impossible de dire du mal de LVMH dans Les Échos. Et c'est sans doute pas les endroits où on va être le plus critique vis-à-vis de ces groupes qui les possèdent. Mais sauf qu'il y a tous les autres médias. Donc si vous voulez, moi, si je veux bien être informé sur LVMH, c'est pas dans Les Échos a priori que je vais aller le lire. Si je veux être bien informé sur Bolloré, c'est pas a priori sur CNews ou sur C8 que je vais zapper. Donc la pluralité des médias garantit la pluralité de l'information. Puisque, encore une fois, c'est pas le même propriétaire qui a tous ces médias. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut quand même avoir en tête que, bien souvent, ces milliardaires perdent énormément d'argent à soutenir des journaux qui n'arriveraient pas à survivre sinon. Combien de quotidiens nationaux arrivent à vivre de leur vente et de la publicité? Je crois qu'il n'y en a aucun aujourd'hui qui soit à l'équilibre. La plupart d'entre eux ont de lourds déficits. Et voilà, le Parisien, c'est des millions et des millions qui sont mis chaque année. Terrible. Pardon ? Ils le font parce qu'ils espèrent d'abord que ces médias un jour seront rentables, et c'est possible. Le Monde pourrait être rentable. Aux États-Unis, le New York Times et le Washington Post, c'est Jeff Bezos, c'est Amazon. Il est allé, il a perdu 200 millions la première année, 150 la deuxième,
Aujourd'hui, le Washington Post gagne de l'argent, mais il a investi énormément d'argent et il a eu une stratégie de upgrader, pardon pour le bon français, de upgrader son modèle, c'est-à-dire d'embaucher énormément, comme Le Monde le fait aujourd'hui. On peut aimer ou pas aimer Le Monde, mais Le Monde, ils ont une stratégie de conquête par le haut. Ils embauchent énormément de journalistes, et Le Monde, c'est Niel, Pigasse, Kretinsky. Donc, ils embauchent énormément sur leur site Internet, et avec une information de qualité. On peut être d'accord ou pas d'accord, on peut aimer ou pas Le Monde, hein, mais Le Monde, c'est une quantité de correspondants à l'étranger très importante, une quantité de reporters très importante, une quantité d'enquêtes très importante. Et là, on a quelque chose que personne d'autre n'aurait pu faire, que quelqu'un qui avait une grosse surface financière. Et je pense que Le Monde, ils peuvent dire merci à leurs 3 actionnaires, qui sont de riches actionnaires. Après, il y a une troisième chose aussi, c'est que ce modèle du Monde, peut-être qu'on a intérêt à l'exporter dans les autres médias, c'est-à-dire une société des rédacteurs, une société des journalistes. Donc les journalistes, ils n'ont pas de capital, ils n'ont pas évidemment la surface financière, mais en revanche, dans les statuts du Monde, dans les grandes décisions de gestion du Monde, la société des journalistes, elle a un pouvoir important. Et peut-être que ce modèle-là, c'est vrai que ça serait une garantie d'indépendance journalistique pour les autres médias. Oui, je vous passe la parole. Je passe la parole à la salle. Je fais juste une remarque à laquelle je voudrais que tu réagisses. C'est qu'il y a aussi en France des médias publics. Donc eux, ils ne sont pas détenus par des milliardaires. Ils sont détenus par nous. Et d'ailleurs, ce sont des médias publics qui, et c'est parfaitement leur droit, mais qui ont, pour le coup, me semble-t-il, une ligne idéologique dominante. Alors moi, j'y vais pas parce qu'ils m'invitent pas, mais ce qui est peut-être déjà une indication. mais donc, ça, et c'est très bien qu'on ait ces médias publics qui ont aussi de très grands succès d'audience. Hein. La matinale de France Inter, c'est la première matinale de France de très loin, donc tout ça est formidable. Mais pour le dire autrement, au fond, si moi j'avais un reproche à faire aux journalistes, ce serait pas un manque d'indépendance, ce serait parfois un manque de rigueur. C'est plutôt si j'avais à avoir une discussion un peu virile sur ce sujet, je dirais, parfois, et tu l'as dit tout à l'heure, parfois il y a une tentation de la superficialité, parfois il y a des erreurs, notamment en économie. C'est vrai qu'en France, les médias ne sont pas très acclimatés, alors plus depuis la crise de 2008, mais traditionnellement sont beaucoup plus acclimatés aux questions politiques, par exemple, qu'aux questions économiques. Et que dans les services économiques, il y a beaucoup plus de journalistes qui sont spécialistes dans le social que dans l'économie. Et puis que ce n'est pas un mystère que, bon, comme toutes les professions intellectuelles, les journalistes penchent à gauche. Enfin, c'est pas un scoop si je dis ça. Laurence Bloch, qui était la brillante patronne de France Inter, avait coutume de définir s'il y avait une ligne éditoriale de France Inter comme progressiste. Donc, c'est pas affilié à un parti, c'est pas une question, mais progressiste. Et c'est le cas c'est le cas dans l'enseignement, c'est le cas de toutes les professions intellectuelles. C'est le cas de la recherche. Les professions intellectuelles, elles sont majoritairement à gauche. Après, le tout, c'est de... Peu importe qu'on soit progressiste, qu'on soit conservateur, qu'on soit libéral, le tout, c'est que le journaliste, sa mission, c'est de ne pas avoir d'esprit de système et de savoir penser contre lui-même, d'adorer changer d'avis et d'avoir plus de doutes que de certitudes. Ça, c'est le programme. Est-ce qu'il est toujours appliqué? C'est une autre histoire. Et là, on revient aux remarques du début. Merci beaucoup, David. Alors, je passe la parole à la salle, puisque je m'étais engagé à ce qu'on découpe la soirée en deux. Donc, il y a des micros qui, en théorie, doivent circuler. Qui se lance? Monsieur là-bas. Voilà. Et ensuite, monsieur, jeune homme, s'il vous plaît. Moi, je crains que les États-Unis continuent à être un peu notre modèle d'avant. Et Fox News est une merde. Et c'est les premiers. Alors, ne soit le modèle qui est devant, et monsieur ajoute, je cite, ouvrez les guillemets, Fox News est une merde. Mais où est la question? Parce que ça, c'est une remarque. Bon. Allez-y.
Alors moi j'ai une question pour vous. On met souvent, comment dire, on met souvent en opposition les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Moi je trouve ça dommage parce qu'en réalité on peut se compléter selon moi. Personnellement je suis influenceur sur TikTok et c'est vrai que les médias traditionnels ont une assise plus importante, ont un public qui est différent que par exemple un influenceur comme moi. J'ai pas du tout le même public que vous, je suppose. Mais je pense qu'on peut corréler les deux. Par exemple, de plus en plus, ça se fait. Il y a beaucoup de médias qui invitent des influenceurs sur des plateaux télévisés, par exemple. Et ça permet aussi, par exemple, moi qui suis influenceur, je partage à ma communauté que je vais être invité, par exemple, sur LCI. Du coup, ça apporte un public qui, par essence, de base, n'est plus habitué à regarder des médias qui sont traditionnels, en fait. Et je trouve ça dommage, en fait, cette opposition qu'on fait, parce qu'en fait, ça peut être un plus. C'est pas tellement une opposition systématique. Et tout à l'heure, je disais, ça peut être le pire, mais ça peut être le meilleur aussi. Et souvent, il y a des manières de raconter l'information qu'ont inventé ces médias, ces réseaux sociaux, ces médias numériques. Mais simplement, comment dire, sans corporatisme aucun, une rédaction, ça peut quand même constituer une garantie d'une certaine méthode d'approche journalistique que n'ont pas forcément les réseaux sociaux. C'est en cela que, si vous voulez, quand on va s'informer sur ces réseaux sociaux, on n'a pas la certitude qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Alors, encore une fois, je dis vraiment pas. Je suis d'accord avec vous. Voilà, je dis vraiment pas que c'est une généralité, mais ça peut arriver. Et on l'a vu en particulier au moment du Covid, où là, pour le coup, il y avait un rapport au rationnel et un rapport à la science qui séparait un peu le monde en deux. C'est-à-dire, il y avait les gens qui disaient ne vous faites pas vacciner parce que c'est Bill Gates qui est en train de vous mettre des puces dans le corps pour vous contrôler à distance. Bon, là, on pouvait se dire qu'on sortait du cadre de l'information. Madame. Alors, moi, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Alors moi, du coup, je ne suis pas forcément d'accord que les réseaux sociaux et les médias peuvent s'accorder dans le sens où les réseaux sociaux, ils sont de plus en plus des endroits, enfin des places où ils peuvent diffuser ce qu'on disait, par exemple, l'information, enfin ils relayent les médias, on va dire. Mais moi, je pense qu'au contraire, ça renforce les idées et les opinions que les gens ont déjà, puisque par les algorithmes, et en fait, ça nous enferme, alors que le journalisme est fait pour nous éclairer et nous sortir de notre zone de confort, enfin. Donc, je ne pense pas que ça puisse être... Et justement, quelle serait la solution... Enfin, c'est forcément multifactoriel, mais quelles seraient là où les solutions pour un peu enlever cette dépendance qu'on a, enfin, que les médias commencent à avoir avec les GAFA, etc. Juste avant, parce que ce que vous dites, c'est très exactement justement les travaux de Gérald Bronner. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les bulles cognitives. Mais ça, en fait, c'est ce que vous dites très justement, comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionnent ces algorithmes. Effectivement, Gérald Bronner, il a beaucoup travaillé là-dessus. Les solutions, en fait, sauf à être un régime autoritaire, on ne va pas dire aux gens, vous allez arrêter de regarder Facebook, qui va vous renvoyer effectivement des vidéos et une tonalité d'information qui correspond à ce que vous pensez. Là, pour le coup, la seule possibilité qu'on a, c'est ce que vous dites aussi, c'est qu'ailleurs, il y ait d'autres pôles qui essayent de les attirer sur un autre type d'information. Mais on ne va pas interdire Facebook et l'État ne va pas se mêler de ces algorithmes, sauf vraiment sur certaines dérives. Tu disais tout à l'heure, au fond, il y a des gens qui expliquaient pendant la crise que les vaccins étaient faits par Bill Gates pour nous implanter des puces, etc. Où est-ce que tu mets la limite, en fait, et notamment, je pense à la campagne présidentielle où tu avais composé des plateaux avec des citoyens français, donc pas des éditorialistes ou pas des intellectuels. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait des plateaux où il y avait des gens qui étaient pas très éloignés de ça. Hein. Donc, voilà. Comment tu la mets, la limite ? C'est une très bonne question, parce qu'à ce moment-là, et plus précisément, c'était sur le sujet du Covid, on reçoit Olivier Véran, qui était ministre de la Santé à l'époque, au moment où il y avait toute cette partie des gens qui se cabraient contre la vaccination. Et évidemment, on compose une émission comme celle-là, avec un panel de 6, 8 ou 10 Français.
la question, évidemment, c'est est-ce qu'on reçoit, parmi ces Français, un, entre guillemets, complotiste? Quelqu'un qui dit les vaccins ne servent à rien, c'est une invention de ceux qui tiennent la planète, les grands financiers, les États-Unis, pour ne pas dire plus, et qui vont injecter dans notre corps de quoi nous contrôler tous. Est-ce qu'on reçoit quelqu'un qui dit, et là, enfin, je veux dire, encore une fois, il ne faut pas faire de relativisme, qui dit des âneries? Est-ce qu'on le fait? Si on ne le fait pas, sachant que peut-être 10, 15, 20, peut-être 25% des gens pensaient ça, on se prive de la possibilité que quelqu'un leur réponde, leur explique, et donc d'une certaine manière d'essayer de donner à ces gens qui croient ça, de donner de la nourriture intellectuelle pour qu'ils n'y croient plus. Ou bien, si on fait ça, on donne une tribune à des gens qui racontent n'importe quoi. Là, c'est un vrai dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne le fait pas, on sait que les gens qui pensent que ces complots existent viendront moins voir l'émission. Ils verront les Français, ils diront « mais c'est pas tous les Français, là. Moi, je pense ça, je ne suis pas représenté. » Donc, d'une certaine manière, que ces gens risquent de ne pas venir voir l'émission. Donc, nous, on avait choisi de le faire. Alors, de le faire en ne prenant pas les plus délirants. On n'avait pas pris une personne qui disait « les vaccins, c'est Bill Gates qui nous met une puce pour pouvoir ensuite contrôler nos vies. » On n'avait pas été jusque-là. Mais on avait choisi, si j'ose dire, je ne sais pas, pardonnez-moi pour cette expression un peu approximative, une complotiste soft. Voilà, qui délirait Elle était un pas peu, mal, hein, quand même. qui délirait un peu sur les vaccins, mais qui n'allait pas jusque-là. Voilà, c'est la cote mal taillée qu'on avait trouvée. Mais là, j'allais dire, chacun a sa sensibilité et toutes les approches peuvent être légitimes. Nous, on avait choisi ce modus vivendi. On va prendre une... Madame. Ah, attendez, est-ce qu'on peut apporter un micro à madame? Parce que... Non, mais aucun problème. Le micro arrive. Oui, bonjour. Comme on est aux rencontres de l'avenir et que vous parlez de l'avenir du journalisme, je voulais savoir quel est votre regard sur les jeunes journalistes d'aujourd'hui et est-ce qu'ils abordent la profession de la même façon que vous avez pu l'aborder ou en tout cas, quelle est leur différence de façon de fonctionner? Bon, évidemment, si on dit les jeunes qui se destinent à ce métier, on va généraliser, alors qu'évidemment, les profils et les envies sont très diverses. Bon, il y a deux petites tendances qui m'inquiètent un tout petit peu, même trois petites. C'est que d'abord, étant donné les phénomènes de starification, il y en a pas mal qui veulent faire du journalisme pour avoir un statut. Andy Warhol disait le quart d'heure de célébrité. Ben là, il y a peut-être un peu plus qu'un quart d'heure de célébrité à avoir. Donc ça, c'est une chose. Il y a plein de gens, moi, souvent, il y a des jeunes qui me disent « Monsieur, comment on devient présentateur télé ?» Je leur dis « Présentateur télé, c'est pas un métier. Le métier, c'est journaliste. Et au sein de ce métier, il y a une fonction qui est présentateur télé. Mais il y a 1000 fonctions de journalistes qui sont reporters, rédacteurs en chef, etc., etc. Donc il y a un peu ça. Le deuxième truc, c'est qu'il y en a qui viennent exercer ce métier. Enfin, moi, j'ai la faiblesse de penser que ce métier, c'est un feu sacré. Et donc, je dis toujours aux jeunes journalistes, la seule chose qui doit vous donner envie de faire ce métier, c'est la curiosité. La curiosité des gens, la curiosité intellectuelle. Et tout le reste, c'est de la technique. Savoir être synthétique, savoir rédiger, savoir hiérarchiser, ça, c'est de la technique, vous l'apprendrez. Mais si vous n'avez pas la curiosité, ne faites pas ce métier. Si, quand vous arrivez dans une maison, vous n'avez pas envie de la visiter, de la cave au grenier, si vous arrivez chez des amis qui vous invitent à dîner, vous n'avez pas envie de parler avec les autres convives, ne faites pas ce métier, c'est pas pour vous. Et la troisième chose, c'est un peu le syndrome du chevalier blanc, c'est-à-dire je veux être journaliste pour changer les choses. J'ai les plus grandes réserves vis-à-vis de ça. J'ai aucun problème avec l'envie de changer les choses. Enfin, souvent, c'est même un moteur magnifique. Mais le journalisme, c'est pas tellement d'observer
la société telle qu'on voudrait qu'elle soit, mais d'observer la société telle qu'elle l'est, d'observer les rapports de force, d'observer la situation internationale, la politique comme elle est. C'est pour ça que moi, la grande admiration que j'ai, c'est avant tout pour des journalistes qui observent les faits. Les Nicolas Poincaré, les Florence Aubenas, qui adorent les faits, les petits faits, les grands faits, mais qui adorent d'abord les faits. Donc avant de faire du journalisme pour pouvoir changer les choses, fais du journalisme pour observer et pour rendre compte, ce sera déjà énorme. Donc, mis à part ces 3 réserves, je rencontre quand même plein de jeunes qui sont super motivés, qui ont envie et qui sont prêts à des sacrifices pour ça, qui sont prêts à s'investir à fond pour ça. Donc, pour l'instant, j'échappe encore un peu au syndrome du vieux con qui dit c'était mieux avant les jeunes journalistes. Nous, on était désintéressés, curieux, prêts à sacrifier nos week-ends, nos machins, alors qu'aujourd'hui, ils ont l'esprit fonctionnaire, ils sont idéologisés, ils veulent être célèbres. Non, moi, je suis plutôt optimiste pour ce métier. Autre question. Là. Là et là. Oui. Monsieur et madame. On va commencer par monsieur. Bonsoir, monsieur Pujadas, et bravo pour cette initiative qui est extraordinaire. Moi, c'est la première fois que j'y assiste. Et j'avoue que vraiment, je trouve ces débats de grande qualité. Ma question, monsieur Pujadas, s'adresse à vous. Vous avez été journaliste de Antenne 2. Vous avez eu l'avantage et l'honneur d'interroger même des présidents de la République, si je me rappelle bien. Alors, ma question est la suivante. Recevez-vous, lors de vos interviews au président de la République, des instructions précises avec des limites? Êtes-vous influencé par les questions, par les thèmes? Parce qu'on sent souvent dans ces questions un peu de fébrilité de la part des journalistes. Alors je reviens à l'impartialité dont vous parliez. Est-ce réel dans ce cas de figure? Merci pour votre question, parce qu'il n'y a pas une conférence où on pose ces questions, et vous avez raison de la poser, parce que beaucoup d'entre vous sûrement se la posent. Il y a 2 questions dans votre question. C'est les consignes, les pressions, et puis l'impartialité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être objectif, honnête vis-à-vis de la personne qu'on interviewe, si on la déteste ou si on l'aime bien. Donc, sur les consignes, les pressions, est-ce que les questions sont dictées à l'avance? Est-ce que c'est l'Élysée qui donne les questions quand on va interviewer le président de la République? Non. Non. Est-ce qu'on donne les questions à l'Élysée avant? Non. On donne des choses. On donne ce qu'on appelle le chemin de fer de l'interview. C'est-à-dire, on dit, on va commencer par les questions économiques, ensuite on ira sur les questions internationales, et notamment on parlera de l'Ukraine, de la Russie ou de l'Iran, je ne sais pas quoi, et ensuite on parlera des questions politiques, etc. Ça, on le donne. Pour pas que, j'allais dire Emmanuel Macron, pour pas que l'interviewé commence à parler de tels sujets qu'on va aborder plus tard, pour pas qu'il parle de l'Iran quand on parle de l'Ukraine, parce que tout à l'heure, on parlera de l'Iran. Donc, chaque chose à sa place. Sinon, c'est le bordel. Donc ça, on fait ça. Mais les questions, jamais. Et moi, j'ai interviewé Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, mais j'ai interviewé aussi Barack Obama, Vladimir Poutine, Ahmadinejad. Ni avec l'un, ni avec l'autre, je ne l'ai fait. Jamais. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas il y a 35, 40 ans. Mais je pense que la fin des années 80 a marqué une rupture de ce point de vue-là. Donc souvent, vous voyez des journalistes que vous jugez trop agressifs ou, au contraire, trop timides. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, ils ont reçu des consignes, etc. Non, on peut louper une interview. On peut être trop agressif, on peut être trop timide, on peut oublier de relancer sur tel ou tel point. Ça arrive. On peut faire une mauvaise interview. Ça arrive. Malheureusement, ça m'est arrivé à moi aussi. Mais dans ce cas-là, c'est pas attention, ah bah oui, si c'est comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Non, c'est qu'on fait une mauvaise interview. Maintenant, sur la partialité et l'impartialité. Comment dire, quand on est journaliste et quand on occupe ses fonctions, je pense qu'il y a une sorte de gymnastique intellectuelle naturelle
qui fait que non seulement quand vous êtes dans la peau du journaliste, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous avez presque naturellement plus de doutes que de certitudes. Enfin, moi, globalement, j'ai quand même beaucoup plus de doutes que de certitudes. Mais en plus, s'il y a quelqu'un que vous estimez, que vous aimez bien, ce n'est pas pour autant que vous allez vous dire qu'il a été bon sur tel ou tel sujet, ou tel autre. Et s'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas trop, ou que vous n'aimez pas trop ses opinions, ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas vous dire, sur tel et tel sujet, il a été bon. Ou alors, si vous êtes incapable de faire ça, je pense que vous n'occuperez jamais les postes dont on parle. Parce que ça se verra et que vous serez incapable de faire ce qu'on appelle tout simplement la part des choses. Ça, c'est une gymnastique qui n'est pas si difficile, honnêtement, qui n'est pas si difficile et auquel chacun doit s'astreindre et, encore une fois, qui n'est pas du tout hors de portée. Ça, c'est pour la partialité et l'impartialité. Après, moi, je suis d'accord avec vous. Tous les jours, je vois, j'entends ou je lis des gens dont je me dis il est vraiment trop de parti pris dans sa manière d'interviewer. C'est dommage. C'est dommage. Alors, il y avait une question. Voilà, madame. Oui, bonsoir. J'avais une question concernant la suspicion des citoyens vis-à-vis des médias. En général, on en a parlé ce matin. Et quand même, il y a un sujet que je trouve réel, c'est qu'il y a quand même depuis longtemps un sentiment de pensée unique dans le pays. Et qu'il y a des... Je voulais savoir ce que vous pensiez des nouvelles intervenantes telles que CNews pour la télé ou Valeurs Actuelles, puisque ce sont quand même des médias qui ont une portée réelle aujourd'hui dans le pays et qui viennent quand même, quand je les écoute ou quand je les lis, je lis des choses ou j'entends des choses que je n'entendais pas jusqu'à présent. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Parle-nous de Pascal Praud, de ton collègue Pascal Praud. Voilà, ou de... Moi, j'écoute beaucoup Face à l'info. C'est ça pour plaisanter. Non, je trouve que c'est intéressant, quoi. Parce que franchement, France 2, moi, j'aimais bien quand vous étiez là, mais maintenant, je m'ennuie. Ça, c'est sympa. Je n'ai pas entendu la fin. France 2, quoi? C'était sympa quand tu étais, mais maintenant, madame s'ennuie. Oh non, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. France 2, quand même, quoi qu'on en pense, c'est un super journal. France 2 a le culte du reportage. France 2 est très tournée vers l'international. Et voilà, il y a vraiment, on peut trouver... Après, il y a des choses qui peuvent agacer, oui, et d'ailleurs partout, tout le temps. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est du journalisme de qualité. Alors, sur ces nouveaux médias, entre guillemets, et qui, peut-être qu'ils existaient avant, mais ils n'avaient pas la même surface, ils n'avaient pas le même poids, et souvent, on leur jette la pierre. Moi, je me réjouis que CNews existe. Je me réjouis... Enfin, Pascal Praud, on en parlera tout à l'heure, c'est un vieux copain en plus. Donc c'est ça pour plaisanter. Oui, oui, oui. Moi, je me réjouis que des médias comme CNews existent. CNews, c'est quoi? C'est une sorte de Fox News à la française. Et d'ailleurs, ils devraient l'assumer. So what? Fox News, ça existe aux États-Unis, mais ça existe presque partout dans le monde, des Fox News. Ce sont des télés conservatrices, mais qui, du coup, vont aussi s'intéresser à des sujets qui n'étaient pas forcément traités jusque-là. Moi, je trouve très bien qu'il y ait un pluralisme de sensibilité de médias. D'ailleurs, si CNews a connu un tel succès, ben c'est bien qu'il y avait une envie, une demande de gens qui voulaient aussi être informés comme ça. Et moi, si ça ne me plaît pas, ben je zappe, je vais voir ailleurs. C'est le pluralisme médiatique. Et moi, je trouve ça bien. Alors, après, s'ils racontent n'importe quoi, c'est autre chose. Mais qu'ils décident de faire de leur principal éditorialiste, ça a été le cas pendant 1 an et demi, Éric Zemmour, c'est un choix lourd, c'est un choix politique. Mais c'est la liberté. C'est la liberté et c'est le pluralisme. Et moi, si ça ne me plaît pas d'écouter Éric Zemmour, je ne vais pas hurler parce qu'il a 800 000 téléspectateurs. Je vais zapper, je vais regarder autre chose. Et pour moi, donc j'irai un peu dans votre sens, c'est aussi simple que ça. Ça ne me choque pas du tout que ça existe. Hanouna? Non, non, ben non, mais enfin... Allons-y. Il va me faire passer, il va me donner tous les noms pour que je me fasse plein d'ennemis.
Non, Pascal Praud, on a compris que c'était ton ami. Donc... non, mais je fais allusion notamment à la séquence Hanouna, avec le député Hanouna, Louis Boyard. c'est pareil. Alors là, c'est pas forcément une sensibilité politique. Il y en a peut-être une, mais je ne la trouve pas si évidente. C'est une autre manière de conduire une émission et des débats. Hanouna, il amène devant la télé, donc devant des médias traditionnels, des gens qui, avant, ne regardaient pas du tout la télé, notamment des jeunes, et notamment des jeunes des quartiers. Ça ne le dispense pas de ne pas franchir les lignes rouges. Parfois, il l'a franchi. Il l'a franchi avec ce député LFI. Et d'ailleurs, il a eu le mérite de le reconnaître. On n'insulte pas un député. D'une manière générale, insulter ses invités, c'est moyen. Mais insulter un élu, ça ne se fait pas. Mais il a eu la décence de le reconnaître. Donc moi, Hanouna, comment dire, là encore, c'est pareil. C'est pas mon rayon, mais je trouve ça pas mal que ça existe, à condition que ça ne dérape pas. Et je veux dire, on a toutes les instances en France, qui sont d'ailleurs saisies du cas dont je parle, qui sont là pour sanctionner si ça dérape. Donc, il faut faire attention dans les sanctions. Il ne faut pas sanctionner la liberté d'expression ou le fait qu'on exprime une opinion qui est minoritaire, qui peut choquer. Bah oui, mais si c'est une opinion, elle a le droit d'exister. Mais si ça sanctionne les dérapages dont on parlait là à l'instant, ben voilà, tout va bien. Je crois qu'il y avait une question. Madame. Oui, merci en tout cas pour ce super débat. J'avais une question, c'est justement par rapport à cette pluralité, enfin le fait qu'il y ait beaucoup de médias et autres. Alors c'est très bien qu'on puisse du coup zapper si ça nous plaît pas et tout, mais faut-il encore que l'auditeur, le lecteur ait l'intelligence, enfin si je puis dire, de se rendre compte que c'est une fake news, que voilà, que ce qu'on dit là, ça dépasse les bornes, que ceci, que cela. Et je reviens à la question, voilà, par rapport à nos enfants. Comment faire en sorte de les éduquer aussi par rapport à ça, parce que nous, moi, je suis dans la génération entre les deux. Et finalement, en effet, avant, je regardais pas le journal. Maintenant, je m'y intéresse enfin. Mais j'ai 4 enfants et je ne sais pas comment les aider à s'y intéresser et puis avoir aussi le libre arbitre. Parce qu'on parlait du Covid, moi, je suis docteur en biologie, sans parler de se dire qu'on va nous injecter une puce qui va nous transformer en aliens. Même quand on parlait d'ARN messager, il y avait les scientifiques, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites. Donc c'est toujours difficile, même alors qu'on est nous-mêmes dans le domaine, de savoir avoir notre libre arbitre et savoir si ce qu'on nous dit est vrai ou pas. Et donc comment nous aider, nous, et comment aider la génération future par rapport à tout ça. Et justement, par rapport au fait qu'il y ait de plus en plus de médias. Voilà. Bon, madame, je vous entends parler sans vous lancer des fleurs. J'ai l'impression, à vous entendre parler, que vous devez être une très bonne mère pour aider vos enfants à se faire une idée et à faire la part des choses en écoutant les uns et les autres. Je crois qu'il y a un moment donné où se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre société, nos enfants, en fait, deviennent intelligents d'une certaine manière, exercent leur libre arbitre. Je crois qu'il y a un moment donné où ces questions-là, on arrive à un plafond. En tout cas, on ne peut pas demander à notre État, qui fait déjà tellement de choses, qui est déjà une super nounou dans plein de domaines, on ne peut pas lui demander parfois l'impossible. Gérald Bronner serait plus apte à répondre à cette question que moi, mais j'ai le sentiment que chacun doit essayer de faire du mieux qu'il peut et qu'il n'y a pas de recette miracle. Les parents, les autres médias, en étant le plus rigoureux possible. Et donc, quand il y en a un qui dit d'énormes bêtises, si vous voulez, vous voyez, vous avez toujours dans les kiosques ces journaux, France Dimanche, etc. Vous avez la presse People, c'est une chose, mais vous avez aussi toute cette presse qui dit le terrible drame qui lui occupe la vie parce qu'il y a un ver de terre finalement qui est rentré dans son salon, on aperçoit ça en tout petit caractère. Vous avez toujours ces médias-là. Au bout d'un moment, ces médias-là, ils sont considérés comme ceux qu'ils sont, c'est-à-dire pas vraiment de l'information, mais un sensationnalisme complètement délirant. Et les gens s'y sont habitués, ils savent les lire comme ça. Et il y en a qui continuent à les acheter,
peut-être pour s'amuser, mais je doute qu'il y en ait beaucoup qui prennent au pied de la lettre ce qui est écrit dans ces journaux. Ben, je pense que peut-être que petit à petit, on arrivera à la même chose pour ces médias fake news. Quant à l'aspect de votre question sur il y a des domaines où il n'y a pas de vérité avec un grand V, y compris de vérité scientifique, et c'est vrai qu'on l'a vu sur le Covid, bah oui, je suis d'accord avec vous, mais là, je pense que ce que beaucoup de gens ont appris à faire avec le Covid, c'est à mesurer ce qu'était un processus scientifique. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de nouveau, on dit des choses, tout le monde ne dit pas les mêmes choses, et que petit à petit, ces choses sont confirmées ou infirmées, et qu'on se fait en marchant une idée de ce qu'est la vérité, et que beaucoup de gens ont compris ça, et qu'ont compris notamment qu'un médecin n'était pas un scientifique. Donc un médecin, il traitait d'abord des patients, et que ce qui marche avec l'un ne marche pas avec l'autre, et donc que c'était aussi quelque chose d'empirique. Je suis d'accord que c'est compliqué, hein, et qu'il faut peut-être un bon niveau, un peu de temps, beaucoup de curiosité pour arriver à se faire une idée là-dessus. Mais je ne trouve pas d'autre chose à vous dire que chacun fasse un peu du mieux qu'il peut et que je suis sûr qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais peut-être Gérald Bronner aurait une autre idée. Gérald sera là demain matin et on retraitera ces sujets. Il nous reste 1 minute pour une dernière question, mais vraiment 1 minute parce que je fais comme à la télé, j'ai le chronomètre dans la tête. Bonsoir. Moi, je voulais juste vous poser une question concernant vos sources, en fait, la vérification de vos sources, parce que j'ai fait des études en intelligence économique. Et nous, quand on fait de la veille concurrentielle, etc., c'est important pour nous d'avoir une information qui soit vérifiée et exacte. Et notamment concernant les réseaux sociaux, en fait, je reviens sur ça, avec la vidéo comme TikTok, etc. Des médias instantanés vont reprendre la vidéo et on ne sait pas si elle est fake ou pas. Comment vous allez la vérifier et l'authentifier? On n'est plus dans... Enfin, on n'est plus. Si, on l'est encore, mais dans la vieille dépêche AFP, où je me rappelle d'ailleurs, en 2001, vous avez commencé avec les attentats du 11 septembre, en fait. Vos journaux, et bon, moi je vous ai connu à l'époque, j'avais que 11 ans, mais je vous ai suivi jusqu'au bout après sur les journaux de la 2. Mais j'imagine que voilà, les vidéos qui arrivaient à l'époque au 11 septembre n'étaient plus les mêmes que maintenant avec TikTok, etc. Vous avez raison, ça a complètement changé. Et un bon exemple en ce moment, c'est la guerre c'est l'invasion russe en Ukraine. Nos sources d'information, ce sont les réseaux sociaux principalement. Et alors, comment ça se passe? Petit à petit, on arrive jour après jour à savoir qui est crédible parmi les Britanniques, parmi les sources ukrainiennes, parmi les sources russes, et qui ne l'est pas. Donc, alors ça, c'est un travail qui se fait petit à petit, mais au début, comment on fait pour savoir qui est crédible ou pas? Eh bien, on connaît des géopolitologues ou des militaires qu'on considère comme sérieux, parce qu'on les connaît depuis des années, qui, eux, considèrent que tel ou tel site est sérieux. C'est déjà une indication pour nous. Après, petit à petit, quand tel ou tel site montre une vidéo ou donne une information et que c'est du pipeau, pardon pour l'expression, on va le savoir 3 jours après. Ces sites-là vont être blacklistés. Et petit à petit, tous ceux qui donnent les premiers une information dont on se rendra compte ensuite qu'elle était sérieuse, quand quelqu'un fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous vous dites c'est une bonne source. Et donc petit à petit, et moi je le vois puisque moi-même je passe beaucoup de temps pour bâtir l'émission quotidienne sur Twitter en l'occurrence, à chercher des bonnes sources ukrainiennes, russes, britanniques, américaines, allemandes. Et ben, petit à petit, vous avez des interlocuteurs qui sont sur Twitter, qui relaient des choses dont vous vous dites « Ah ben lui, il est sérieux, donc je me fie à ça ». Et vous avez petit à petit une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de personnes, de sites. Et ça s'affine tous les jours et vous savez que c'est sérieux. Ça n'exclut pas les erreurs, hein. Parfois, il y a quelqu'un, il a été fiable 10 fois, et la 11e, il va sortir une bêtise ou il va se faire manipuler. Ça arrive et ça arrivera toujours. Ça arrivait déjà à l'AFP quand elle était la principale source d'information. Je vous rappelle que l'AFP, reprenant une agence hongroise, je crois à l'époque, avait fait état du charnier de Timișoara, résultant de la révolution, ce qui n'avait jamais existé. Enfin, bon, personne n'est jamais à l'abri de l'erreur. Et le journalisme est un métier humain et il y a toujours des erreurs. Mais
voilà, on a des moyens quand même de fiabiliser des sources sûres. Je voudrais qu'on remercie David. Avant cela, avant de le remercier pour son temps, pour sa franchise, pour la précision de ses propos, je vous donne évidemment rendez-vous lundi à 18h sur LCI. Alors pas moi, parce que justement, ce qui est formidable, c'est que quand il y a des sujets qui sont des sujets graves, compliqués, tu décides de prendre, et tout le monde ne fait pas ça, de prendre des gens qui connaissent le sujet. Moi, je ne connais pas bien le sujet. Alors, je viens de temps en temps parler des sanctions, pour le coup, qui est un sujet que je connais. Mais je trouve vraiment formidable que tu aies décidé de mettre en place des plateaux où on ne fait pas du café du commerce, mais voilà, avec des gens qui connaissent véritablement leur sujet. Il y a Olivier qui est là, qui vient maintenant, Olivier Védrine. Et puis moi, je reviendrai quand on parlera des grèves, par exemple. Oui, assez rapidement. Non, c'est vrai. Cela dit, après, de temps en temps, on a quelqu'un aussi qui n'est pas un spécialiste, mais qu'on connaît dans l'émission. Toi, par exemple, tu reviens souvent, et qui a un peu le rôle du Candide, et qui va non pas avoir une analyse brillante. C'est sûr que si Nicolas commence à faire une analyse brillante sur l'état de l'armée, sur le front de Bakhmout, etc., vous vous direz, bon, non, qui va poser des questions, et qui va exprimer sa curiosité. Et souvent, les journalistes, dans leur façon de raisonner, ils ont un certain nombre de questions et d'autres peuvent avoir des questions que les journalistes ne se posent pas et qui peuvent être largement aussi intéressantes. Voilà, je voudrais qu'on remercie vraiment très chaleureusement, plus que ça, David. Merci à vous. Merci pour vos questions et merci pour votre écoute.